conseil extraordinaire des hauts cadres de l'armée béninoise à la suite de l'attaque survenue le 8 janvier 2025. Convoqué par le général de division Fructueux Gbaguidi, chef d'état-major général de l'armée béninoise, ce conseil extraordinaire s'est tenu ce lundi 13 janvier 2025. Il a réuni des responsables de la garde nationale, de l'armée de l'air, de l'armée de terre et de la marine. À l'ordre du jour, la reconstitution des événements de l'attaque revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM et l'évaluation des dispositifs militaires en place dans la région. Au cours de cette rencontre, les autorités militaires ont souligné l'absence d'une coopération militaire entre les trois pays qui partagent le point triple, à savoir le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Après des heures de discussion, des axes de réajustement des stratégies militaires ont été établis avec pour objectif prévenir de nouvelles attaques et de renforcer la sécurité dans cette région sensible. Le dernier bilan de cette attaque fait état de 30 soldats tombés au front le 8 janvier dernier. Les corps de ces soldats rapatriés à Ouidah seront remis à leurs familles dans les jours à venir. Les Béninois ont une grande importance dans la formation du peuple de Bahia au Brésil, culturellement et religieusement, dans notre gastronomie et dans nos coutumes et nos habitudes. Marcher dans les rues de Bahia, c'est presque la même chose que marcher dans les rues du Bénin. À cause de cette grande connexion culturelle, le président Talon a visité l'État de Bahia. Dans ce cadre, le président de Talon a demandé au gouvernement de Bahia de rétablir les liens historiques. Et aujourd'hui, nous avons établi un dialogue avec le ministre des Relations extérieures pour viabiliser les possibilités. Au début du mois de décembre dernier, les techniciens du tourisme et du gouvernement brésilien étaient déjà ici au Bénin pour viabiliser les possibilités touristiques entre les deux endroits au monde, le Bénin et l'État de Bahia au Brésil. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des accords pour que les entreprises brésiliennes viennent visiter le Bénin et discuter avec le ministère des Relations extérieures des possibilités de secteurs d'activité viables pour ces entreprises. Et aussi, on a prévu une réunion de présentation touristique du Brésil ici au Bénin au mois de mars prochain. Un roadshow turístico da Bahia aqui. Forte relação. La raison principale, c'était renforcer les liens économiques et les liens touristiques entre le Brésil, la ville de Salvador au Brésil et le Bénin. Parce que historiquement, il y a de grands liens entre ces deux endroits. Presque 40% des déportés de l'Afrique qui sont arrivés à la ville de Salvador venaient du Bénin. Donc les liens historiques sont bien établis. Et notre impression en arrivant ici, en regardant les gens autour de nous, c'est qu'on était à Salvador. On était parmi des gens, on voyait des gens qui nous rappellent tout le monde à Salvador. Alors, la relation entre le Bénin et Salvador avait 3 points essentiels. Le premier, c'était essayer de renforcer cette relation culturelle, essayer d'établir le tourisme des deux côtés. Et il y aura surtout la possibilité d'emmener des entrepreneurs ici au mois de mars pour qu'ils viennent étudier le marché touristique béninois pour les Brésiliens et surtout la ville de Ouidah qui a un tourisme culturel et historique. Et aussi, il y a le troisième point qui est la maison du Bénin dans la ville de Salvador, qui est dans un endroit stratégique sur le plan touristique parce qu'elle est établie dans le centre historique de Salvador. L'objectif, c'est que les deux pays collaborent pour la restauration, la requalification et l'établissement de cette maison comme étant un point touristique important de la ville qui représente le Bénin. Comme cela, le mouvement et le flux migratoire, surtout dans le cadre du tourisme, qui passe par Salvador auront envie de connaître Ouidah. Et ceux qui passent par ici voudront connaître Salvador à Bahia. La première impression est excellente et c'est bon de venir à un événement qui arrive à mixer
art, culture et ancestralité, spiritualité. C'était quelque chose de vraiment parfait. Nous félicitons l'organisation et nous sommes vraiment satisfaits pour la réception. Nous avons nos félicitations pour l'organisation, pour la manière, l'accueil chaleureux que nous avons reçu et la quantité de gens sans grands incidents. C'était quelque chose de vraiment merveilleux. Nous partons d'ici avec la meilleure impression du monde et nous n'allons pas vraiment, nous allons tout faire pour l'impatience d'attendre la prochaine occasion et revenir. Melhores impressões e com o desejo de poder retornar outras vezes. Le samedi 11 janvier 2025, une violente explosion s'est produite aux environs de 14 heures, suivie d'un incendie majeur dans un immeuble mêlant habitation et entrepôt de produits, notamment du sulfate d'aluminium. L'incident a entraîné des pertes en vies humaines dues à l'intoxication, des blessés graves, des dégâts matériels considérables et un risque de pollution environnementale. Dans un communiqué publié ce dimanche 12 janvier 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, invite les populations riveraines de l'immeuble à s'abstenir de consommer tout aliment non protégé, eau de pluie stockée dans un récipient non couvert, repas animaux, végétaux, se situant dans un rayon de 100 mètres à la ronde de l'épicentre de l'incendie jusqu'à nouvel ordre. Les services techniques du ministère redoutent en effet des risques évidents de pollution de l'environnement en attendant les enquêtes d'usage. Alassane Seydou a également salué le courage des sapeurs-pompiers et invité les citoyens à faire preuve de civisme et de patriotisme dans cette situation. Par ailleurs, il a présenté les condoléances du gouvernement aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. C'est irréel. Oh my God. Mon Dieu. Ma maison. Des dégâts colossaux, mais dont l'origine reste indéterminée. Alors que les vents continuent d'attiser les flammes ce lundi 13 janvier 2024, près d'une semaine après le début des feux qui ont fait au moins 24 morts à Los Angeles, aux États-Unis, les services d'incendie enquêtent sur les origines possibles des sinistres. Selon le shérif du comité de Los Angeles, Robert Luna, les investigations sur les origines des feux sont en cours. Tout est sur la table, assure-t-il, n'écartant aucune piste. Il a toutefois précisé que la foudre, première cause des incendies aux États-Unis, avait été exclue comme origine possible des incendies de palissades et d'Aton. Alors que les 3 feux différents sont toujours actifs, sur les 6 feux principaux recensés, plusieurs pistes sont explorées concernant leur origine. Concernant le feu qui a frappé le quartier de Pacific Palisades, de possibles feux d'artifice allumés à Santa Monica pour célébrer le Nouvel An pourraient être en cause. C'est en tout cas l'hypothèse avancée par le Washington Post qui s'appuie sur l'analyse d'images satellites mais aussi d'échanges radio entre pompiers et de témoignages. Ces éléments montrent que l'incendie a débuté dans la zone où des pompiers ont lutté plusieurs heures durant et avec des hélicoptères éteindre un feu 6 jours avant le début de l'incendie de Palisades. Le média américain évoque une possible reprise des feux qui se sont produits au Nouvel An, un phénomène fréquent en cas de vent violent. Par ailleurs, le quotidien souligne que l'intervention des pompiers a été plus lente début janvier que lors des premiers feux qui pourraient expliquer en partie leur étendue. Un pylône à haute tension est suspecté d'être à l'origine du feu d'Aton d'après Los Angeles Times. Le quotidien américain indique que les enquêteurs étudient attentivement la zone d'Altadena où se trouve le pylône qui appartient à l'un des plus importants fournisseurs d'électricité de Californie, Southern California Edison. L'incendie qui ravage Pacific Palisades est le plus large des 6 feux contre lesquels se battent les autorités américaines. Selon le département californien des forêts et de la protection contre les incendies, ce seul incendie a brûlé près de 10 hectares. Plus de 5200 pompiers sont déployés pour lutter contre ce seul incendie, selon les responsables des pompiers cités par CNN. Il faut préciser que l'enquête sur l'origine des feux a été confiée
Au bureau fédéral en charge de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs et implique le FBI selon le shérif Robert Luna. Selon les autorités, il faudra des semaines, voire des mois pour déterminer l'origine ou les origines des différents feux. Trois ressortissants chinois comparaissent devant le tribunal de grande instance de Bukavu en RDC. La justice congolaise les poursuit en tout pour 7 chefs d'accusation: exploitation illicite des minerais, blanchiment des capitaux, séjour irrégulier, fraude et pillage des ressources minières et détention illicite des substances minérales. Les faits se sont déroulés à Walungu au sud Kivu et la justice assure le procès sera équitable. Les citoyens chinois interpellés l'ont été dans le cadre de la violation des lois de la République démocratique du Congo. On doit les juger conformément à la loi. Et leurs droits de la défense seront garantis et vous le voyez déjà, comme ça se passe là-bas. Ce procès intervient alors que les coups de filet contre les auteurs de trafic de minerais se multiplient dans la région. Il y a quelques semaines, 17 autres Chinois avaient été arrêtés pour exploitation illégale des minerais, un trafic qui menace l'environnement par la pollution des cours d'eau dans la région du Sud Kivu et à l'origine de la colère de la population privée de ses ressources minières et d'infrastructures. L'avocat de la partie civile exige une réparation des préjudices causés par les sociétés chinoises. Monsieur le Président, ce n'est pas la première affaire. La population représentée aujourd'hui par les conseils ne se fatigueront jamais jusqu'à ce qu'on endigue cette histoire des Chinois ou cet exploit d'exploitation illicite qui ravage, qui pille nos minéraux du jour au jour et sans contrepartie. C'est un ouf de soulagement pour la population qui attend normalement soit la condamnation et pourquoi pas la restitution de tous ces minéraux pillés. Ces Chinois avaient été arrêtés le 4 janvier dernier en possession de 10 lingots d'or et de 400 000 $ en liquide. Nous avons pris une série de mesures pour essayer de faire en sorte que le trafic, du moins l'exploitation de l'or, soit systématisé et légalisé et que les exploitants étrangers, c'est-à-dire les investisseurs étrangers, puissent être protégés, mais que la population aussi puisse se retrouver dans cette exploitation minière. Dans cette province du Sud Kivu, les autorités ont dénombré en juin dernier 547 entreprises qui exploitent illégalement les minéraux. Près de 200 arrestations, des saisies de produits chimiques dangereux, d'explosifs et de drogues, c'est le résultat d'une opération contre l'orpaillage illégal menée au Burkina Faso, en Gambie, en Guinée et au Sénégal. L'information a été annoncée mardi par Interpol, qui a coordonné l'opération de la police ouest-africaine baptisée SANU. Le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni a aussi joué sa partition. L'initiative a permis de mettre au jour les vastes réseaux à l'origine de cette pratique illicite. Au moins 150 kg de cyanure, 325 de charbon actif et des engins explosifs entre autres ont été saisis. L'utilisation de produits chimiques nocifs par ces exploitants illégaux a des effets néfastes non seulement sur l'environnement mais aussi sur la santé. L'action de la police ouest-africaine a aussi marqué une première dans la lutte contre l'extraction illégale de sable en Gambie. Les équipes de secours ont sorti des mineurs piégés dans une mine près de Stilfontaine. Plus d'une centaine d'entre eux auraient succombé à la faim ou à la déshydratation. Depuis vendredi, 24 corps ont été extraits et 37 personnes ont été sorties. Hier, nous avons rencontré quelques difficultés au début, principalement liées à l'installation de nos machines et équipements. Ce sont des défis opérationnels habituels, mais chaque site de sauvetage présente des spécificités uniques qui compliquent les opérations. Ces missions sont dangereuses et à haut risque, notamment parce que nous travaillons en bordure d'un puits ouvert pouvant atteindre environ 2,6 km de profondeur. Malgré un départ plus tardif que prévu, nous avons poursuivi
poursuivi les opérations jusqu'à 19h et atteint notre objectif de secourir 35 personnes. Ce matin, nous avons repris les opérations et prévoyons de travailler jusqu'à 22h. La mine, située au sud-ouest de Johannesburg, est le théâtre d'une confrontation tendue depuis novembre entre la police, les mineurs et les membres de la communauté locale. Depuis le début où nous recueillons des informations ou en venant physiquement sur le terrain, je n'ai rencontré personne qui puisse affirmer avoir été présent dès l'arrivée du premier mineur illégal. Je suis en train de compter, même lors de nos premières inspections, même au lancement de l'opération Valamgodi et jusqu'à ce jour, personne ne s'est présenté pour fournir un tel témoignage. Dans ce contexte de crise prolongée, des ONG ont remporté une bataille juridique obligeant les autorités à l'envoi de nourriture, d'eau et de médicaments aux mineurs. En 2024, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a atteint son plus bas niveau depuis 2021 selon Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Avec 239 000 franchissements détectés, cela représente une baisse significative de 38% par rapport à l'année précédente. Cette diminution est attribuée à une surveillance accrue et à la coopération renforcée contre les réseaux de passeurs. Parmi ces migrants, les femmes représentaient un peu plus de 10%. Les nationalités les plus concernées restent la Syrie et l'Afghanistan, où les taux de reconnaissance de protection internationale sont élevés. Les routes de la Méditerranée centrale et des Balkans occidentaux ont vu les baisses les plus marquées avec respectivement 59% et 78% de traversées en moins. Cependant, les Canaries, en Espagne, ont connu une hausse notable de 18%, atteignant près de 47 000 arrivées, le chiffre le plus élevé depuis 2009. Parallèlement, les flux migratoires à l'est, notamment entre la Pologne et le Bélarus, sont triplés. Selon Frontex, cette route terrestre est perçue comme moins risquée que les traversées maritimes. Face à ces dynamiques, les institutions européennes sont mises à l'épreuve entre la nécessité de garantir la sécurité et l'engagement à respecter les droits fondamentaux des migrants. Ils sont de plus en plus nombreux à prendre position contre le conflit à Gaza. Des soldats israéliens refusent de combattre pour leur pays dans cette guerre qui dure depuis 15 mois, affirmant avoir vu des actes qui vont à l'encontre de toute éthique. Le groupe à l'origine de ce mouvement de rejet tente de gagner du terrain en organisant une rencontre pour obtenir plus d'adhésion. Lorsque les autorités israéliennes disent que des maisons sont incendiées, que des destructions sont infligées pour des raisons militaires, elles essaient juste de se justifier, mais en réalité, elles n'en savent rien parce que sur le terrain, les soldats ont une grande liberté d'action, ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils veulent et ils n'auront pas de compte à rendre. Quand mon commandant m'a dit de brûler une maison, il ne l'a pas fait parce qu'il pensait que cette maison était exploitée à des fins terroristes, il a fait parce qu'il était indifférent à la vie des Palestiniens. Le groupe, qui tente de tirer la sonnette d'alarme, s'est réuni lors d'un événement dans la capitale israélienne. Les anciens soldats distribuent des affiches dans l'espoir de sensibiliser la population. Les soldats qui ont combattu pendant cette guerre ont signé une lettre disant « Nous n'allons plus jouer à ce jeu, ça suffit, assez de manipulation et d'instrumentalisation politique, nous n'allons plus être des pions d'une guerre et nous élevons la voix. Nous n'appelons pas à la révolte, nous respectons les soldats, mais nous n'apprécions pas qu'un gouvernement utilise les forces de défense israéliennes comme un échiquier à des fins politiques. Pour nous, c'est quelque chose d'anti-humain et d'anti-israélien. Pour rappel, le conflit déclenché à l'issue de l'attaque du 7 octobre 2023 a causé la mort de plus de 45 000 personnes dans la bande de Gaza, dont plus de 14 000 enfants. L'armée israélienne poursuit son offensive à Gaza, mais le répit est imminent pour les habitants de l'enclave palestinienne, livrés au bombardement de Tzahal depuis des mois. Les négociations en vue du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, incluant la libération des Israéliens détenus à Gaza, sont sur le point d'aboutir. Mardi à Doha au Qatar, les négociateurs peaufinaient les derniers détails de l'accord. Une version finale du texte aurait même été déjà transmise à Israël et au Hamas. 15 mois après le début des hostilités, la paix n'a jamais été aussi proche. Mais ce développement est loin de faire l'unanimité côté israélien.
Des proches d'otages, de soldats blessés et de réservistes ont manifesté à Jérusalem contre la trêve qu'ils considèrent comme une reddition. Trois ans après l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, 19 accusés sont arrivés ce lundi au palais de justice de Port-au-Prince. Si leurs avocats espéraient obtenir une libération, aucun verdict n'a été donné en ce jour. L'audience a une fois de plus été reportée sans que les raisons de cette décision ne soient communiquées. Parmi ces 19 accusés, 17 Colombiens, tous d'anciens soldats, ainsi que 2 Haïtiens. Les suspects ont attendu le début de leur audience dans une résidence privée de la capitale. D'abord détenus à la prison de Port-au-Prince, ils ont dû être placés dans un nouveau lieu après l'attaque des 2 plus grandes prisons d'Haïti par des gangs ayant conduit à la libération de milliers de détenus. Au total, plus de 40 suspects ont été arrêtés au cours de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président haïtien, mais pour l'heure, aucun d'entre eux n'a été jugé en Haïti. Les incendies dévastateurs en Californie ont conduit l'Académie des Oscars à repousser l'annonce des nominations. Initialement prévue cette semaine, elle aura finalement lieu le 23 janvier, une décision prise pour soutenir une communauté durement touchée. Ces incendies qui continuent de menacer Los Angeles, centre névralgique du cinéma mondial, ont également entraîné l'extension du délai de vote pour les membres de l'Académie jusqu'à vendredi. Autre conséquence, l'annulation du déjeuner annuel des nominés et le report des Scientific and Technical Awards, initialement prévus en février. Ce report rappelle les précédents en 1938 pour des inondations ou encore en 1968 après l'assassinat du révérend Martin Luther King Jr. La 97e cérémonie des Oscars reste programmée au 2 mars prochain. Elle se tiendra au Dolby Theatre avec une diffusion en direct sur les chaînes américaines ABC et Hulu.